Donc on ouvre cette dernière table ronde qui est construire un nous qui soit réellement inclusif et démocratique. Bon, et du fait que les prises de parole d'Olivier, de Marie-Hélène Baquet n'aient pas pu avoir lieu à la table ronde précédente, je passerai peut-être d'abord la parole à Marie-Hélène Baquet et à Olivier sur leur première réaction. Et ensuite, au fil de l'eau, les autres intervenants prendront la parole pour donner un point de vue par rapport à cette journée et alors par rapport à l'interrogation qui a un peu traversé toute une partie de l'après-midi, c'est des actions collectives, des organisations locales, mais à un certain moment, comment tout ça peut continuer. Voilà. C'est-à-dire ouvrir quelques perspectives, qu'on ne se soit pas retrouvé ici pour entendre des choses intéressantes et participer ou ne pas participer au débat, mais qu'on puisse peut-être voir au niveau régional comment s'organiser pour aller plus loin. Voilà. Je laisse la parole à Marie-Hélène Baquet, peut-être. Oui, et ensuite Olivier. D'abord, merci beaucoup de cette journée aux organisateurs, parce que je trouve que c'est un bon moment de discussion qui montre justement on est autour de la table à la fois des habitants, des associations, des professionnels, des universitaires. Eh bien, il y a un espace de parole qui se crée, c'est un vrai lieu d'échange. Alors je vais donner quelques éléments de réaction, mais qui sont en fait des éléments de réaction par rapport à l'expérience que j'ai vécue de l'écriture d'un rapport pour le ministre de la Ville, que j'ai coécrit donc avec Mohamed Lechvache, qui est à côté de moi, et qui me fait réagir un peu à certains points qui ont été évoqués tout à l'heure. Alors, un des premiers points, c'est qui nous a semblé très important et qu'on a essayé de mettre en œuvre aussi dans l'élaboration du rapport, c'est que il nous semble que pour qu'il y ait une parole habitante, une parole citoyenne qui se fasse entendre, eh bien, il faut qu'il y ait des espaces publics autonomes, des espaces publics indépendants, où cette parole puisse se construire, puisse se constituer. Et c'est un peu ce qu'on a voulu défendre dans le rapport. Et il semble que la multiplication de ces espaces permet que se crée et que s'exprime une parole habitante, et qu'en même temps se crée un contre-pouvoir qui puisse interpeller les politiques publiques. Alors, l'existence de ces contre-pouvoirs, elle n'est pas, comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, finalement, elle n'est pas du tout contradictoire avec la possibilité de participer à la délibération publique, d'être représenté dans les institutions, de dialoguer et d'essayer d'engager des logiques de co-construction. Il me semble qu'elle va de pair, et c'est un peu une tension permanente entre être capable de construire cette parole autonome, de s'inscrire dans une logique de contre-pouvoir, de proposition et quelquefois de création d'un rapport de force, et puis en même temps s'imposer dans les institutions, dans les espaces qui existent pour pouvoir faire que cette parole soit réellement prise en compte. Alors pour ça nécessite plusieurs conditions qui ont été largement abordées. La première condition, c'est la reconnaissance. Effectivement, il faut que ces citoyens soient reconnus, que les citoyens soient reconnus dans la diversité, dans leur diversité, que leur savoir soit reconnu parce que leur savoir existe. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup développé la notion de co-formation, parce qu'il nous semble qu'il y a, et c'est un peu l'expérience du rapport, écrit par un responsable associatif, par un dirigeant d'un mouvement et par une universitaire, mais en collaboration avec une commission, beaucoup de gens qu'on a rencontrés, discutés par une conférence de citoyens. Et bien tout ça a créé de la conformation, c'est-à-dire qu'on a mis en commun nos savoirs qui n'étaient pas les mêmes, et ça a permis la production d'un certain nombre de propositions. Et cette dimension de la conformation me semble vraiment importante, parce que oui, bien sûr, tout le monde a à apprendre, mais aussi les professionnels, aussi les élus, sur qu'est-ce que c'est que la participation et qu'est-ce que la réalité aujourd'hui des quartiers populaires. Et puis l'autre dimension importante que je voulais souligner, et puis je vais m'arrêter là, c'est la question du conflit.
parce qu'il me semble que le débat public ne peut pas se passer du conflit, il se construit aussi sur le conflit, et bien souvent on a tendance à vouloir écarter le conflit, mais c'est bien en partant des problèmes, en partant des différents points de vue qui peuvent tout à fait ne pas s'accorder, puis on l'a vu aujourd'hui, hein, c'est comme ça qu'on peut avancer, et bien c'est à partir du conflit que peut se construire un intérêt général, mais qui se construit collectivement et à partir de la discussion. Merci. Ça me fait penser à... on avait travaillé à Perpignan juste après les violences de 2005 avec un groupe qui s'appelait le Comité Égalité des Chances, enfin, dont le citoyen des quartiers populaires est issu. Pardon. Et on avait eu un travail autour de la question de la confrontation bienveillante. Et je trouvais que, et c'est un mot que les habitants ont retenu, parce qu'il figure bien cette histoire de conflit. C'est-à-dire, il faut accepter, parce qu'on n'a pas l'habitude aujourd'hui, de se confronter de manière bienveillante. C'est-à-dire d'accepter de ne pas être d'accord et d'échanger et de croire que cette confrontation peut donner de la lumière aux actes que l'on pose. Voilà. Olivier. Merci. Alors, peut-être par rapport à la fois à ce qui s'est dit au fil de la journée et par rapport au thème de la dernière table ronde, construire un monde inclusif et démocratique, la coordination citoyenne nationale s'appelle Pas sans nous. Le collectif du Blanc-Ménil s'appelle Sortie scolaire avec nous. Et moi j'ai envie de dire, là je me positionne en tant qu'universitaire, en tant que chercheur, j'ai envie de dire avec nous aussi. C'est-à-dire que la question que ça pose, c'est aussi la question de notre responsabilité. Donc on a ouvert aujourd'hui un espace public ici, mais qui n'est pas simplement un espace public de la raison, c'est-à-dire effectivement on va échanger des arguments rationnels, voire parfois extrêmement compliqués, mais c'est un espace public où il y a eu beaucoup d'émotions. Je pense que c'est important, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est touché par la situation, et moi c'est mon expérience depuis une dizaine d'années maintenant, donc dans la collaboration avec le collectif du Blanc-Ménil, mais aussi dans la collaboration avec notre collectif de jeunes à Lormont qui s'appelle Vivre ensemble l'égalité. Si vous voulez, c'est quelque chose qui a été très important de me dire, mais finalement, comment on peut construire ce nous, comment on peut construire des alliances, sachant que dans mon propre parcours, si vous voulez, il y a presque deux phases. Une phase de chercheur positionné dans un champ assez classique, qui m'a amené à travailler sur le fait de participer à la reconnaissance d'un phénomène qu'on appelle la discrimination. Et si vous voyez, ce qui est assez saisissant dans cette expérience, c'est qu'il y a une période où c'est très difficile de dire qu'il y a une discrimination. Madani Marzuc ce matin faisait référence aux premiers travaux qu'on avait conduits notamment à Nîmes, où finalement les pouvoirs publics ne pouvaient pas entendre parler de discrimination. Et j'étais un peu comme Don Quichotte, vous savez, où finalement on doute un petit peu de l'équilibre psychique de celui qui dit qu'en fait il y a discrimination. Et puis il y a eu une reconnaissance, mais qui n'a pas été une reconnaissance de la part du travail de recherche ou de la part des personnes concernées, mais une reconnaissance qui est venue de l'Europe, où on a dit il y a un problème, mais finalement il n'y a pas eu de lien entre la reconnaissance par le haut et la reconnaissance par le bas. Et puis, bon an, mal an, une vague politique publique a été mise en œuvre, et moi j'ai été amené à travailler, si vous voulez, assez vite pour le coup, parce qu'il y avait finalement très peu de chercheurs qui travaillaient là-dessus, à faire du travail de formation. Donc j'ai été amené à former nos élites administratives, des séminaires à l'École nationale d'administration, auprès de préfets, auprès de directeurs du travail, etc. Et si vous voulez, moi ce qui m'a toujours surpris dans ce travail de formation, c'était de rencontrer assez souvent des personnes que je qualifierais aujourd'hui de sous-douées. C'est-à-dire de sous-doués dans le sens où ces personnes que l'on qualifie en sociologie de majoritaires, qui ont cette caractéristique de finalement considérer qu'elles détiennent les bonnes normes, les bonnes façons de poser les problèmes, puisque c'était un problème qui ne les concernait pas, elles avaient une extrême difficulté malgré la factualisation, et j'allais dire malheureusement, je travaillais pendant 6 ans à l'INED, l'Institut national des études démographiques, où malheureusement, chaque fois qu'on a conduit des travaux, on a dit ben oui, il y a une discrimination dans l'emploi, dans le logement, etc. Malheureusement, j'aurais préféré vivre dans une république où effectivement l'égalité, la liberté, la fraternité soit le quotidien pour chacun, mais ce n'est pas le cas. Donc le travail sociologique amène à ça. Et puis, lorsque j'ai commencé à travailler avec les collectifs auxquels j'ai fait référence,
Eh bien là, j'ai rencontré, au contraire, des surdoués. C'est-à-dire des personnes qui, sans avoir forcément les mêmes mots que les sciences sociales, la psychologie, la démographie, finalement comprenaient extrêmement vite les enjeux, en arrivaient à des mêmes conclusions, finalement avec des choses qui étaient extrêmement convergentes, à se dire, mais finalement, ben oui, il y a du nous qui est en train de se construire. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive au même constat d'une société qui, finalement, ne veut pas voir ses problèmes. Et une société qui ne veut pas voir ses problèmes, c'est une société qui s'empêche de construire des projets. Et si vous voulez, dans l'expérience la plus récente qui m'a amené notamment à rencontrer Mohamed Meshmash et puis qui a amené aussi à mobiliser le collectif du Blanc-Meunier, de Lormont et d'autres qui sont présents dans la salle, ça a été le moment de l'invitation qui m'a été faite par le Premier ministre de travailler à la refondation de la politique d'intégration. Et puis c'était un moment fin juin avec des échanges extrêmement courtes. J'avais quelques projets de vacances, un projet de déménagement, j'étais extrêmement hésitant. Et puis ce qui m'a convaincu, c'est la conseillère du ministre qui me dit mais Olivier Noël, en fait ça fait 20 ans que vous tapez sur la politique d'intégration et lorsqu'on vous demande de finalement venir le remettre en cause, vous me dites que vous n'êtes pas disponible. Donc effectivement j'ai accepté. Et on a remis un rapport. Dans les conclusions de ce rapport, il y avait notamment la proposition d'abroger la circulaire Châtel, à laquelle il a été fait référence ce matin, parce que pour nous, ça nous semblait être du bon sens. Or, si vous voulez, lorsqu'on parle d'espace public, ça a été quoi le traitement médiatique des rapports auxquels on a participé? Ça a été un acharnement médiatique qui est parti du journal Le Figaro, avec derrière Jean-François Copé qui a dit en fait ces rapports veulent déraciner l'identité française. Et puis dans le même mouvement, Marine Le Pen a dit c'est une déclaration de guerre contre la France. Et puis le gouvernement dans ce contexte-là, y compris malgré le fait que le Premier ministre de l'époque saluait la grande qualité des rapports, en fait les rapports ont été enterrés. Enterrés. La question c'est comment se fait-il que nous, lorsque je dis nous, c'est vous, c'est nous tous, on n'ait pas pu finalement tenir cette position publique, ce débat public. Et là, dans la préparation de cette rencontre, régulièrement, ce qui sortait, c'était la question de l'isolement. On disait, mais finalement, on est tous d'accord, sauf que chacun, là où on est, comme chercheur, comme habitant, comme intermédiaire, professionnel, y compris dans les institutions, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, ici, même dans cette salle, de personnes qui travaillent dans les institutions, qui pensent la même chose que nous. Sauf que dans leurs propres institutions, on leur dit taisez-vous. Et si vous voulez, dans l'expérience qui a été la nôtre, dans le travail auprès du Premier ministre, c'est qu'il y avait une expérience remarquable, et en tout cas, cette expérience a été cassée par les pouvoirs publics à Lormont, et lorsque j'ai par les pouvoirs publics, c'est par la préfecture, par la direction de la CAF. La directrice du centre social a été mutée, y compris aujourd'hui le chargé de mission de l'État qui suivait ces questions-là, est mis en difficulté. C'est-à-dire que ce matin, quelqu'un a dit, mais finalement, il ne faudrait pas être dans une approche conflictuelle, on est dans une lutte. Et lorsque je dis dans une lutte, c'est que les tentatives d'intimidation qu'on cherche à nous faire taire ont passé par des menaces de mort, écrites. Moi, j'ai reçu sur mon lieu de travail, 2 des co-rapporteurs les ont reçus à leur domicile. Ça a été 7 semaines de harcèlement téléphonique, mon téléphone qui est ici présent a sonné de façon incessante pendant 7 semaines, toutes les 2 minutes. Donc, si vous voulez, la question, effectivement, on est dans un rapport qui, effectivement, va être un rapport de lutte pour tenir l'énoncé, c'est-à-dire cet énoncé qui nous paraît légitime, démocratique et tout ce qu'on dit ce matin. La question, c'est effectivement un nous inclusif et démocratique. La question, ça va être comment on construit les alliances. Et les alliances, dans l'organisation, et je m'arrêterai là, les alliances, si vous voulez, c'est aussi les intermédiaires. Moi, j'ai la caractéristique de ne plus supporter ni les radios publiques, ni la télévision, ni la presse locale. Et donc, je n'étais pas au courant de la mobilisation au petit bar. Et il a fallu que ce soit les iconophages qui nous écrivent pour nous dire il y a une mobilisation et effectivement, est-ce que vous accepteriez qu'ils viennent, etc. à la rencontre. La question, effectivement, c'est comment on construit ce lien, comment on construit ces alliances. Et ce qui me paraît important, c'est que le collectif du Petit Bar est parti
en délégation donc, pour une table ronde à la Dazen, et que dans l'alliance qui s'est construite, c'est aussi de dire, ben oui, on a peut-être aussi besoin de l'appui de chercheurs qui ont une autre forme de légitimité, qui n'est pas celle des habitants, sachant que ce qu'on dit des habitants, c'est grosso modo ce que disent les chercheurs, hein, c'est à peu près la même chose, sauf que ce n'est pas le même type de légitimation, c'est une légitimation symbolique qui est importante. Effectivement, ça pose aussi la question de notre responsabilité, donc là on est à l'université, en tant que chercheur, de qu'est-ce qu'on fait face effectivement à ce que j'appellerais des intellectuels organiques, ce que j'appellerais des journalistes organiques, qui occupent en permanence l'espace public médiatique, qui le saturent, alors même qu'en fait les problèmes effectifs de la société ne sont pas traités. Voilà, merci. Françoise Lancerie et Fabrice Duc, que vous avez vu ce matin, qui sont partis avec, sur leur invitation, avec les délégués du collectif du plus bas pour participer à cette fameuse table ronde. Voilà. Un éclairage, Mohamed, tu veux compléter ou tu veux voilà, intervenir? Ouais. Moi, je voudrais d'abord démarrer. Pour commencer, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais je tiens à remercier effectivement tous ceux qui ont organisé ce colloque d'aujourd'hui. Il va falloir qu'on en ait d'autres, qu'on ait encore ces espaces-là, c'est important. Voilà. Et l'ensemble des habitants, et des associations, des chercheurs qui participent, des étudiants, parce qu'il va falloir aussi que, clairement, dans notre façon de faire, y compris dans les étudiants à venir, que ce soit architectes ou ainsi de suite, de commencer à voir les choses autrement et de les faire avec ceux qui aujourd'hui sont censés y vivre. Je parle surtout pour les urbanistes là, voilà, les futurs architectes. Et je voulais aussi démarrer par rapport à quelque chose qui m'a beaucoup affecté lundi, mais qui m'affecte depuis 10 ans. C'est après la mort de Ziad Bouna dans l'Oram. 10 ans après, il a fallu attendre pour qu'il y ait un procès. Avec malheureusement des relaxes. Déjà la première fois, qu'il a fallu qu'on se batte et qu'on reste debout pour avoir un procès. Et lundi, 10 ans, avec les révoltes sociales qu'on a connues en 2005, on a eu le verdict final d'une relaxe. Je ne suis pas là pour juger les commentaires de la justice. Je me dis simplement que une institution de plus vient renforcer le fossé qui est creusé entre les habitants des quartiers populaires et au-delà, voilà, que le sentiment d'injustice, eh ben, il est clairement aujourd'hui affiché. Que la justice qu'on peut vivre d'un côté ou d'un autre n'est pas la même. Et là j'ai une pensée pour les gamins qui en 2005, sur le fond ou la forme on peut en discuter, mais parce qu'ils étaient révoltés, parce qu'ils étaient en colère, ils n'ont pas eu le droit au même traitement. Eux ils ont eu le droit à des comparaisons immédiates. Certains ont été en prison, ont perdu leur emploi. Certains ont eu des casiers judiciaires. Aujourd'hui, 10 ans après, il ne s'est pas rien passé. Il s'est passé quand même quelque chose qui a bouleversé la France. Ce n'est pas un quartier qui s'est enflammé. C'est des quartiers qui se sont enflammés. C'est le pays des droits de l'homme qui, clairement, s'est fait remettre à sa place par d'autres pays qui, souvent, la France, donne des leçons de morale à d'autres. Sur tout ce qui est démocratie, tout ce qui est droit de l'homme, alors que devant sa porte, elle ne balaye pas. Et bien on a tout simplement répondu, rappelez-vous, à la question de ces quartiers par le couvre-feu. Voilà la réponse qu'on apporte à ces quartiers. Et donc 10 ans après, je vous le dis tout simplement que on peut nous parler de citoyenneté, on peut nous parler du vivre ensemble. Ce qui s'est passé le 11 janvier, d'accord, tout le monde a été touché. On n'est pas tous des Charlie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne condamne pas les actes. Et au moment où on a dit qu'on n'était pas Charlie, on était aussi, nous, pointés du doigt comme si on était des personnes qui aujourd'hui cautionnaient ce qui s'est passé. Alors qu'on dénonce clairement, et ceux qui ont commis, ce sont ni plus loin des criminels, je veux dire des barbares, tout sauf des personnes qui aujourd'hui pourraient être assimilées clairement, ou bien on essaierait de trouver des coupables dans ces quartiers comme s'ils étaient responsables de ça. Donc, ce qui me fait dire simplement, c'est que ce qu'on vient de connaître là, sur ces 10 dernières années, ce qu'on voit, c'est tout ce qui est en train de se traduire. Voilà. On parlait tout à l'heure de la question des mères de famille voilées qui clairement aujourd'hui ne peuvent plus accompagner leurs enfants. Vous ne pensez pas qu'on est déjà tout simplement en train de construire une forme de violence par rapport à des gamins
qui aujourd'hui ont du mal à comprendre que leurs parents sont français depuis 4 générations, qu'on a encore du mal à les reconnaître alors qu'il y a eu des personnes qui étaient déjà issues de l'immigration dont on a du mal à reconnaître que clairement, ce ne sont pas des personnes qu'on veut ou qu'on accepte. Et que clairement, dans la tête de ces gamins, cette violence, on n'est pas en train de la mesurer sur plus tard, du fait qu'ils ne se sentiront jamais appartenir à quelque chose ou à une république qui, une partie, en tout cas de ces gamins, ont le sentiment que la république les rejette. Et ce qui me fait dire clairement aussi, c'est que 10 ans après, on est tout simplement en train de se tromper clairement de trajectoire. On parle beaucoup aujourd'hui de choses qui nous a été évoquées ce matin, la laïcité, pour ne pas revenir là-dessus. Mais encore une fois, de quelle laïcité parle-t-on? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de créer un ennemi d'intérieur? Clairement, en essayant de stigmatiser un peu plus une population ou l'autre. Donc je me dis, comment vous voulez qu'on se sente citoyen à part entière quand la justice nous tourne le dos? Quand on a aujourd'hui affaire à une institution qui est notre police, avec qui on est confronté constamment à de l'humiliation, quand aujourd'hui on a le sentiment d'être abandonné parce qu'aujourd'hui on n'a pas le droit au droit commun, comme pouvoir avoir la culture comme les autres, pouvoir avoir la scolarité de nos enfants comme les autres, pouvoir avoir effectivement le droit de savoir où aller se cultiver, tant de fossés qui se creusent, et celui de lundi vient tout simplement renforcer ce sentiment d'injustice. C'est pas pour autant qu'il faut qu'on baisse les bras, il faut qu'on reste debout, clairement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit tous être confrontés ou concernés. Donc, un moment ou un autre, cette indignation, on doit tous la porter. Ce n'est pas qu'une catégorie de gens qui doivent la porter. On doit s'indigner quand un monsieur, parce qu'après l'affaire de Ziad Bouna, il y en a eu d'autres qui sont tombés. Il y a eu l'affaire Hakim Hajimi, il y a eu monsieur Alizi, un retraité de 62 ans, qui s'est fait, lors d'un contrôle policier, tabasser. Et on a voulu nous cacher la vérité, il a fallu qu'on se batte pour démontrer qu'il y a eu des hématomes de 17 cm et qu'il est mort suite à ça. Les personnes s'indignent quand des personnes aujourd'hui subissent cette ségrégation, cette humiliation, et on a le sentiment clairement qu'on est éloigné tout simplement parce qu'on ne se sent pas concerné. Donc ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est important, même si on n'est pas d'accord sur tout. En tout cas, ce que j'ai compris, en tout cas moi, en ayant travaillé sur le rapport avec Marianne Baquet, c'est que c'est des regards croisés. On a chacun en nous quelque chose qui peut apporter à l'autre. On doit surtout, entre universitaires, entre sociologues, chercheurs, ne plus tirer la bourre. Souvent, on nous a opposés les uns aux autres. Eh bien, il faut commencer à changer chez nous ce qu'on voudrait changer chez les autres. Et que simplement, dire à tous ceux qui aujourd'hui ont essayé de nous diviser depuis trop d'années, de dire que c'est terminé, on sait lire entre les lignes, et on est en capacité, au contraire, d'être rassemblés, tout simplement pour démonter leur stratégie, parce qu'aujourd'hui, elle nous met droit dans un mur. Voilà. Pas de commentaire, merci. Pas de commentaire dans le sens où voilà, c'est suffisamment fort pour... qui c'est qui veut intervenir à la suite c'est un peu difficile de faire la transition, mais Gérard. C'est pas pour plomber le truc non plus. C'est pas pour plomber le truc non plus. Très bien. Alors, difficile à de nouveau le premier parce que ça ne va pas être la même teneur des propos. Deuxièmement, parce que effectivement, je suis un professionnel de la politique et de la vie. Et oui, non mais il fallait bien qu'il y en ait un ou l'autre qui prennent la parole dans la journée, même si Jean-Paul nous a représenté haut là. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué de prendre la parole. Alors après, j'ai quand même une chance, c'est que je peux la prendre avec deux casquettes, celle de professionnel, puisque je suis là à titre professionnel, mais aussi celle de militant associatif, puisqu'on est là au titre de l'association de professionnels. En tant que professionnel, effectivement, à l'issue de cette journée, on va rentrer, je vois tous mes collègues dans la salle, on va tous rentrer, le moral à zéro, qu'est-ce qu'on a fait, de même on va tous déposer une lettre de démission, voilà, on va revendre nos maisons pour payer nos crédits, etc. Après, en tant que militant,
militant associatif, quand même, remercier. Si on n'avait pas eu l'université, je me demande si dans cette région, ça fait quelques années quand même que certains d'entre nous interviennent, je me demande si dans cette région, on aurait eu une journée de ce type-là. Et ce qui me fait dire, c'est difficile de t'interpeller, Olivier, là-dessus, mais à la fin de la journée, parce que l'objectif pour nous, c'était de dire, on a fait cette journée, on a posé un certain nombre de constats, on a discuté, on a échangé, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, très modestement, il me semble, aujourd'hui, connaissant l'état de la région, alors l'état institutionnel, l'état politique, je ne vous en parle même pas. Et moi j'habite et je travaille à Saint-Gilles, on en a parlé tout à l'heure. Saint-Gilles-du-Gard, ça vous dit quelque chose. On était les précurseurs avant Béziers, salut le copain. Voilà. Aujourd'hui, si on n'a pas. On a beaucoup parlé de neutralité à un moment, mais effectivement, si on n'a pas un lieu neutre pour nous mettre ensemble et pour nous permettre de poursuivre ça, ça va être très compliqué. Moi-même, en tant que président d'association régionale, ça va m'être difficile de vous inviter à Saint-Gilles pour continuer. Ce serait salutaire, mais voilà. L'association s'est montée sur cette question-là quand même sur trois constats. Bon, le premier constat, c'est le climat politique et institutionnel de la région. Alors, on a toujours l'impression qu'on est une région à part, peut-être que les nationaux vont nous dire que ça existe beaucoup ailleurs. Mais en fait, on est quand même dans une région assez particulière. Quand on a monté l'association, on a dit on va être plusieurs professionnels ensemble. Le fait d'avoir une association, ça va pouvoir nous permettre de porter une parole collective. On va pouvoir aller rencontrer les uns et les autres, poser. Aujourd'hui, après quelques années, on est un peu plus modeste sur nos ambitions et on se dit, tout seul, même si on est plusieurs professionnels, tout seul en tant que professionnel, on ne va pas porter grand-chose. Par contre, ça n'empêche pas le fait qu'on est conscient, du moins ceux qui sont rassemblés au sein de l'association, on n'a pas prétention à rassembler tous les professionnels de la région, c'est que